Bien le bonjour aventuriers de bord de ciel. On y retourne avec notre cinquième et avant-dernière vidéo pour la découverte intégrale des règles de Skyrim, le jeu d'aventure où nous allons reprendre. Nous allons reprendre là où j'avais mis le mémo, c'est-à-dire l'exploration. L'exploration, ce qui nous amènera, je crois, à la progression du personnage. Aux compétences, il y en a pas mal des compétences à voir comme ça. Des améliorations, des cartes statuts, la sauvegarde de la partie et la fonction mode de jeu à la fois solo et monde ouvert. C'est ça ce que nous allons faire et la prochaine et dernière vidéo de cette découverte de règles, ce sera sur le combat. Généralement, ce sont des gros morceaux dans tous les jeux de société. Le combat où il faut être un petit peu plus pointilleux peut-être. Allez, on y va avec l'exploration. Ah tiens, je vous ai évoqué hier le fait d'avoir reconverti des éléments de jeu de Pandemic Legacy pour symboliser nos, comment on appelle ça, nos forteresses dans la province de Skyrim. Ça tombe pile poil parce qu'il y avait 10 éléments dans la boîte de Pandémique qui correspond exactement au nombre de forteresses du jeu. Alors là, c'est impeccable. Et je les ai mis comme ça en présentation, histoire d'avoir un visuel sympa. Moi, je trouve, personnellement. Allez, justement, toute la notion d'exploration. On y va. Au cours du jeu, les joueurs vont explorer le monde, rencontrer de nouvelles personnes et affronter de nombreux dangers. On distingue deux types d'exploration: celle des donjons et l'exploration narrative. La première, donc pour les donjons, s'appuie fortement sur les combats. Les joueurs vont parcourir ruines abandonnées, cavernes obscures, tombes oubliées et inquiétantes, cités Dwemer, à la recherche de trésors et de richesses. Dans la seconde exploration, celle narrative, les joueurs vont rencontrer de nouvelles personnes dans les villes ou enquêter sur de mystérieux secrets dissimulés dans la nature. La plupart des phases d'exploration peuvent se dérouler pendant que les autres joueurs effectuent leurs actions de tour, car ces phases n'influent pas sur ces dernières. Il est conseillé d'effectuer les actions de marché et de piocher les cartes rencontres, forteresse ou nature pendant que les autres joueurs résolvent leur propre action de tour. Alors ça me pose un petit souci de gameplay. C'est que l'intérêt d'un jeu coop ou semi-coop, c'est de voir les actions des autres, de s'intéresser à ce qu'ils vivent eux-mêmes. Quand on est autour d'une table, on aime bien partager nos aléas, nos problèmes ou nos victoires en jeu. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos de gameplay, hein. C'est parce qu'en solo, je jouerai pas, tout bêtement, ou très 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 peu. Et là, autour de la table, le fait que chacun fasse sa petite popote dans son coin. Bon, outre le fait qu'il faut avoir une entière confiance envers ceux qui vont jouer avec vous, parce que il y en a des joueurs petits malins qui contournent les règles à leur profit. Mais bon, mis à part ça, j'aime pas trop le principe. Bon, après, on n'est pas obligé de l'appliquer comme ça, hein. Il suffit de voir, enfin, de respecter l'ordre des tours de chacun et puis de vivre avec eux leur aventure. Je trouve que c'est quand même d'une part plus immersif et puis beaucoup plus intéressant en termes de jeu pur. Ok, bon allez, ça c'est pas bien méchant. Ils l'ont pensé comme ça. Je suppose que c'est pour une question de rapidité de tour, mais bof. Alors, on va déjà détailler l'exploration narrative. Lorsque l'on se trouve dans une forteresse ou une case nature, le joueur peut décider de dépenser son action de tour pour explorer le secteur.
Le joueur pioche une carte ou forteresse ou nature selon où il se trouve, la lie et la résout. De nombreuses cartes permettent aux joueurs d'accéder à des quêtes personnelles. Ces quêtes se révèlent souvent très utiles étant donné qu'elles procurent de nouveaux emplacements où mettre les pions menaces. Ah oui, alors ça, ils l'ont dit et répété, c'est super important en fait. Une fois qu'un joueur a accepté une quête proposée par une des cartes, il doit soit l'accomplir, soit la laisser échouer au fil du temps. Une fois résolue, une carte quête est placée dans la défausse correspondante, à moins que le joueur ne l'ait prise en tant que quête personnelle ou que la quête ne spécifie le contraire. Lorsque le paquet est épuisé, on remélange la défausse pour en former un nouveau. Et on se rappelle, pas plus de 2 quêtes personnelles sur notre tableau d'aventurier. Les explorations de donjons. Au cours de la partie, les personnages seront régulièrement amenés à explorer des donjons. Ils constituent une source essentielle de trésors et d'expérience. Lorsqu'il se lance dans l'exploration, le joueur doit d'abord vérifier le type duquel dépendent les créatures qu'il va croiser. Si c'est une grotte, c'est fréquenté par des créatures animales. Il s'agit généralement des donjons les plus simples. Ah ok. Dans les mines, on y trouve des humains ou des créatures animales. Dans les tombes, ce sont des endroits qui regorgent de créatures morts-vivants. C'est logique. Dans les tombes, ce sont des morts-vivants. Dans les ruines, ce sont des tu es où? Des Dédras. Saloperie de Dédras. Et puis les cités Dwemer, elles contiennent de nombreux ennemis automates. Ouais, ça, ce sont les automates. Et sont souvent truffés de pièges mortels. Il s'agit souvent des donjons les plus difficiles. Ah, ok, alors grotte, mine, tombe, ruine, Dwemer. Où est-ce qu'on les a? Grotte, mine, tombe, ruine, Dwemer. Alors c'est bien parce que ici, dans le glossaire des symboles, dans le mémo, ils les ont classés par ordre de difficulté. Il suffit de se rappeler de ça. Comme ça, en fonction de notre équipement, de si on est plus ou moins bien avancé sur notre personnage, on peut choisir un niveau de difficulté lié au donjon que l'on va visiter. C'est cool. À chaque chapitre correspond une carte défi de donjon spécifique. Ces cartes indiquent les rencontres que les joueurs vont piocher et affronter dans les différents types de donjons. Ces rencontres sont présentées sous forme de séquences. Alors, par exemple, la carte défi de donjon du chapitre 1 de la campagne. Défi de donjon campagne chapitre 1 indique que quand ils explorent une grotte, les joueurs vont piocher et affronter un animal suivi par un autre ennemi animal. Dans certains cas, au fur et à mesure que l'histoire avance, les joueurs vont être amenés à affronter plusieurs ennemis par rencontre. Par exemple, la carte défi de donjon du chapitre 3 de la campagne 2 indique que lorsqu'ils explorent une mine, ah ouais, d'accord. Les joueurs doivent d'abord combattre un ennemi humain, suivi par une rencontre animale mort-vivant en un seul et même combat. Waouh! Et il y en a beaucoup comme ça, des lieux où on doit se taper des doubles combats pour une seule rencontre. Alors, campagne 1, chapitre 1, on est soft. Campagne 1, chapitre 2, on est soft. Campagne 1, chapitre 3. Ah, là, d'accord. On est toujours soft, mis à part que ça nous rajoute un ennemi à affronter en plus. Mais chacun des trois est dissocié. Et après, on attaque du costaud. Deuxième campagne, bon, on sera plus aguerri, hein. Chapitre 1, campagne 2, un seul ennemi. Enfin, un seul ennemi par rencontre, mais on en a bien deux. Et après, ça se corse.
chapitre 2, chapitre 3. Ouais. Ok, bon. Au moins, c'est pensé pour que ce soit progressif, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, bien quand plusieurs joueurs terminent leur déplacement dans une même case abritant un donjon, ils peuvent décider de l'explorer de concert en tant que groupe, en dépensant chacun leur action de tour. Oui, c'est là où on rentre dans la coop totale. Tout joueur situé dans la même case n'est pas contraint de rejoindre le groupe, il peut par exemple vouloir accomplir sa propre quête. Encore un rappel à Tented Grail. Un joueur ne peut pas, lors d'un même tour, rejoindre un groupe d'exploration de donjons et tenter d'accomplir une quête lors d'un même tour. Ok, oui, c'est l'un ou l'autre. Ah bah oui, si le joueur arrive sur un lieu où il y a potentiellement une exploration de donjon et en même temps un marqueur quête, il doit choisir de faire l'un ou l'autre. Il y a 7 types d'ennemis, on les a vus, animaux et bêtes sauvages, les humains et les humanoïdes, les morts-vivants et assimilés, tous les ennemis des draps, les machines et automates Dwemer, les pièges et los dragons. Sur les cartes défis de donjon, les différentes rencontres apparaissent dans des cases séparées par des flèches. Les joueurs doivent d'abord affronter la rencontre la plus à gauche, oui c'est ça, puis progresser vers la droite. Ah, le téléphone sonne. Me revoici, tout va bien. Bah, je vous dis tout, hein, j'attends une livraison de sacs de pelés. Donc ils doivent appeler, mais c'était pas ça. Forcément, ça n'était pas ça. Est-ce qu'on disait qu'on commence par la rencontre du donjon la plus à gauche? Oui. Puis on progresse vers la droite jusqu'à la dernière. Si une case contient 2 symboles différents, oui, c'est ce qu'on a vu, on doit affronter les 2 ennemis indiqués en même temps. Lorsqu'ils affrontent des rencontres successives d'un même donjon, les joueurs récupèrent leur vigueur et leur mana et leur magie entre les combats, mais pas leur santé. C'est bien ça. Entre les rencontres, donc une case égale une rencontre, hein. Ils peuvent également modifier leur objet équipé, faire des échanges entre eux, voire fuir. Fuir n'entraîne aucune pénalité, contrairement à la fuite lors d'une rencontre. Ah ok. Les ennemis présents dans le donjon sont alors retirés normalement. Quand 2 ennemis apparaissent côte à côte, cela signifie qu'ils doivent être tous 2 affrontés au cours d'une seule et même rencontre. Pour terminer un donjon, lorsque le dernier ennemi est vaincu, il est terminé. Le joueur qui a administré le coup fatal reçoit, en plus des récompenses de la carte, une carte trésor. Ah, c'est la belle époque du Donjon et Dragon initial où c'était la course pour achever le boss, parce que c'est ce qui faisait toute la différence pour récolter le maximum de récompenses. C'était une boucherie. Alors, la carte trésor est en fonction du niveau de l'ennemi le plus puissant du donjon. Et le niveau d'un ennemi est indiqué dans le coin supérieur gauche de sa carte. Ah oui, c'est vrai. Là, j'ai 3 ennemis à 0 dans le paquet animal parce que quand on fait la mise en place, on mélange, dans chaque paquet rencontre, on mélange les niveaux 0. Et après, plus on va explorer, plus on va tomber sur les rencontres niveau 1, 2, 3, jusqu'à 7, je crois. Ok, ouais, c'est ça. Le niveau des ennemis est compris entre 0 et 7. Si le niveau de l'ennemi le plus puissant est entre 0 et 3, on gagne un trésor catégorie B. Si son niveau est de 4 ou plus, on gagne un trésor de catégorie A, donc avancé. D'accord, mais alors ça c'est quoi ça c'est quoi? Ah, une fois les récompenses distribuées, les cartes donjons sont mises dans la défausse correspondante.
À mesure que les joueurs progressent, les ennemis les plus faciles sont retirés du jeu. Oui. Sur le plateau personnage, juste au-dessus de la piste de santé, on trouve une série de chiffres. Ils indiquent les cartes donjons qui sont retirées une fois qu'elles ont été vaincues. Alors, lorsque la santé, vigueur ou magie d'un joueur atteint l'un des seuils indiqués sur son plateau de personnage, les ennemis dotés d'un niveau inférieur ou égal et vaincus dans un combat auquel le joueur a participé sont retirés du jeu. Par exemple, quand la santé, vigueur ou magie maximum d'un joueur atteint ou dépasse 7, les ennemis de niveau 1 ou moins sont retirés du jeu. Hop, 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 exemple concret, nous avons besoin du matériel. Pourquoi dépasse 7? Ah oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est ça. Donc si par les effets de jeu, notre curseur est déplacé et on atteint 8 en valeur de santé, ça veut dire que les ennemis de niveau 0 et 1 sont retirés du jeu et on aura affaire au niveau 2 et 3. Alors ça, c'est valable pour n'importe laquelle de ces trois pistes, hein. Et dès qu'on dépasse 5, 6, 7, 8, 9, dès qu'on atteint un niveau 10, le maximum, on n'affrontera que des ennemis de niveau 4 ou plus. Bon, ça va, c'est bien, c'est bien. C'est progressif. Les ennemis sont retirés. Tout. Les ennemis sont retirés même si la piste du joueur a été augmentée grâce à des objets ou des effets de jeu autres que le gain de niveau. Ouais, d'accord. Les créatures invoquées ne sont pas retirées de la sorte. Si les joueurs ont fui le combat, aucune carte n'est retirée. À la fin du combat, une fois que les ennemis dont le niveau est trop bas ont été retirés du jeu et que toutes les cartes donjons vaincues ont été placées dans leurs défausses respectives, les joueurs piochent une nouvelle carte donjon du même type que celui qu'ils viennent d'explorer, la mélangent avec la défausse et replacent le tout au sommet du paquet donjon concerné. Ouais, on réinitialise quoi. Si l'un des joueurs impliqués dans le donjon possède une compétence légendaire, on mélange alors tout le paquet donjon au lieu d'une seule carte plus la défausse. Ouais. Cette règle a pour effet de rendre les paquets bien donjons plus dangereux. Oui, alors plus dangereux, j'associe ça à plus punitif. Donc, on se calme. Non, c'est pas plus punitif, c'est plus dangereux. Faut tester. Cette règle s'applique une seule fois à la fin du tour de jeu et a pour effet de rendre de plus en plus difficiles les visites répétées à un même donjon. Ouais, c'est pour, je pense, avoir un effet de bashing à outrance qui nous ferait gagner des récompenses et qui nous ferait glandouiller. Mais bon, si c'est notre plaisir, eh ben, on adapte, tout bêtement. Progression du personnage. Ah, ça j'aime bien. En interagissant avec le monde qui l'entoure, votre personnage va perfectionner ses compétences, apprendre de nouvelles choses et obtenir des pièces d'équipement de qualité supérieure. Enfin, le gain de niveau. À la fin du tour de jeu, chaque joueur doit vérifier le nombre de pions expérience dont il dispose. Et là, on repasse sur le plateau personnage parce que dans le tuto, on en avait accumulé quand même pas mal. 2, 4, 6 et un 7. Si ce nombre de pions est suffisant pour gagner un niveau, le joueur doit le faire. La quantité d'XP requise pour gagner un niveau est inscrite sur le plateau de personnage. Ah bon? Ah bon? Où ça? Voyons voir. Le premier niveau coûte 7 et ce prix augmente de 1 chaque fois que le personnage gagne un niveau. C'est inscrit sur le plateau personnage. Ah, qu'il est con. C'est pas suffisamment gros là. Mais d'accord. Alors comment on dépense ça?
Ça là? On va le voir, Friedrich. Continue de lire. Donc, ce prix augmente de 1 chaque fois que le personnage gagne un niveau. Quand il gagne un niveau, le joueur prend dans la réserve un pion compétence de son choix, s'il n'en possède pas déjà, et le place une face affichant un seul symbole plus visible dans le premier emplacement disponible. Si par exemple je prends la face parade, que ça, on a un seul plus ici à gauche. Dans le premier emplacement disponible, celui doté du plus petit numéro du plateau personnage. Ok, d'accord, ça vient comme ça. Et moi, j'ai plutôt envie que... Ah, voilà, Mueva, respecter son profil de Khajiit roublard. L'accrochetage plus. Ok, et auquel cas, ça me coûte 7. Donc, je dépense tout ça. 2, 4, 6, 8. On peut avoir maximum 8 compétences. D'accord, ce qui est pas mal. Sans oublier qu'on peut les passer d'un niveau 1 au niveau 2. Donc à chaque fois, là ça rajoute un dé, là ça va rajouter 2 dés. Disait Alphonse. Après avoir choisi un pion compétence, le joueur augmente de 1 soit sa santé, sa vigueur ou sa magie en déplaçant le pion maximum d'un emplacement vers la droite. Bien. Si l'une des pistes atteint le niveau 10 valeur maximale, le joueur retire le jeton limite de piste. Cette piste ne peut plus être augmentée. Pour rappel, un joueur ne peut jamais détenir plus de points d'expérience qu'il n'en a besoin pour gagner le niveau suivant. Tout point d'XP supplémentaire est perdu. Donc dès qu'on a 8 points d'XP, hop, je suis obligé de passer niveau 2. Ah, c'est sympa. Cette progression-là est sympa. Donc en fait, je viens de passer mon premier niveau. Je décide d'augmenter ma vigueur. Je passe comme ça. Et c'est là où on va avoir des différences en fonction de l'orientation que l'on veut choisir. Par exemple, pour Mueva, la Khajiit, j'occulterai plutôt la magie et je vais privilégier les points de vie et la vigueur. La santé, la vigueur. Ok, ok. Ensuite, les compétences légendaires. Une fois devenus suffisamment puissants, les joueurs ont accès aux compétences légendaires. Un joueur doit posséder un minimum de 8 compétences, de 4, 6, 8, donc on remplit tout le tableau, afin de pouvoir apprendre des compétences légendaires. Pour le faire, lorsqu'il acquiert une compétence au-delà de la 8e, au lieu de gagner un nouveau pion, il choisit l'un de ceux qu'il possède déjà et la retourne sur son autre face, qui comporte 2 symboles. Rendre une compétence légendaire est considéré comme un gain de niveau. Il peut être fait plusieurs fois et coûte 15. Ah bah oui, là au max on est à 14 pour notre 8e et dernière compétence de niveau 1. Donc après, chaque compétence légendaire c'est 15, 15, 15, 15. Lors des tests liés aux compétences, là où les compétences normales ne procurent qu'un seul dé, les légendaires en donnent 2. Certaines compétences apportent également d'incroyables bonus qui peuvent rapidement faire basculer la partie. De plus, certains ennemis disposent d'attaques qui ne s'appliquent que lors d'un combat contre des joueurs dotés de compétences légendaires. Ah! Quand sur la carte de l'ennemi figure une ligne d'attaque plus sombre que les autres, elle n'est applicable que si l'un des joueurs qui affronte cet ennemi possède une compétence légendaire. Ah oui, d'accord. En noir, c'est lié à la compétence légendaire du joueur.
Dans le cas contraire, tout résultat qui correspond à ce symbole est considéré comme un échec. Ok, donc contre un joueur qui ne possède pas de compétences légendaires, on oublie l'attaque avec l'éclair pour l'ennemi. Et si Moeva possède ne serait-ce qu'une seule compétence légendaire sur son tableau, là on prend en compte l'éclair et on subit un cri souffle glacé. Oups. La vache, on perd 3 de vigueur. Bon, ça va, c'est encore une fois logique. C'est bien. Voilà, Moeva a passé un niveau, c'est incroyable. Depuis le temps que je le chiale, ce niveau. Alors justement, on va aller voir un petit peu, on va triturer ses compétences, ce à quoi on a droit. On dénombre 18 compétences dans Skyrim. 6 pour chacune des 3 familles. Là, on en a plus. Ah oui, mais d'accord. Forgeage, basique légendaire. Parade, basique légendaire. Armure lourde, basique légendaire. Arme à une main en légendaire. 2 mains en légendaire. Archerie en légendaire aussi. Ok, donc ça fait bien 6. Donc on a la famille puissance, ombre et sorcellerie. Chaque compétence procure des bonus supplémentaires. Alors, on a le forgeage. Quand on effectue un test, on lance le dé supplémentaire, ouais. Quand on améliore un équipement, on pioche plus une carte la première fois que vous piochez. Est-ce que c'est inscrit sur... Est-ce que c'est inscrit sur le jeton ou il faut faire la photocopie de ça? Ah ouais, ok. Forgeage, ageage, au point. Merci ou pas? Ouais. Donc on a plus un dé lors d'un test de compétence en forge. Et on. Ouais, bon, il y a le symbole, on pioche 2 cartes en fait. Et côté légendaire, quand vous effectuez un test avec une compétence, on lance 2 dés supplémentaires. On pioche 2 cartes et ça rajoute un effet là. Payez un minerai de moins la première fois que vous piochez. Ah ouais, d'accord. Waouh. Putain, c'est petit haut, hein. Enfin bon, c'est lisible. Ça reste lisible. On a un -1 en fait ici. Voilà. -1 avec le symbole minerai. Bon, en même temps, hein, c'est bien explicite dans le bouquin, donc il n'y a pas de problème. Donc à chaque fois, passer en légendaire, en plus d'avoir un dé au lieu de. Enfin, en plus d'avoir 2 dés au lieu d'un seul pour les tests, on a accès à des petits bonus spécifiques. Bon, alors là, oui, je suis d'accord, hein, dans la construction de notre personnage, on peut quand même faire pas mal de combinaisons. C'est assez bien foutu. Par exemple, si je raisonne avec Moeva, compétence de sorcellerie, j'oublie. Je n'en veux pas. Je l'orienterai plutôt armure légère, ça fait 1. Furtivité, crochetage, vol à la tire, éloquence, alchimie. Ah ouais, d'accord, carrément. Armure lourde. Ah, l'archerie, j'aime bien. Haha. Ouais, ouais, donc je pourrais aller en chercher une en compétence de puissance avec l'archerie, et puis sinon aller chercher dans les compétences d'ombre. Oui, alors après en rejouabilité, si j'avais à rejouer Moeva, non, je la montrerais pas vraiment différemment. Et comme on a 2, 4, 6, on a dit combien de héros dispo de. Ouais, c'est ça, on en a 6. 6 héros dispo, ça veut dire qu'on peut jouer éventuellement, hein, on peut faire 6 fois les campagnes de base, si on veut s'amuser à monter différemment.
Bon après, déjà quand on l'a fait 2 fois, je pense que on passe à autre chose, hein. L'envie de nouveauté est là. Mais c'est clair, c'est simple, ah vraiment, pas de souci, hein. Donc sinon, on a vu, hein, armure légère, furtivité, crochetage, vol à la tire, éloquence, alchimie. Et typiquement, la projection par rapport au perso que je faisais dans Skyrim, le jeu vidéo, j'étais là-dessus. J'aimais bien avoir ce type de compétences. Et dans la majorité des jeux vidéo, comme dans les jeux de rôle d'ailleurs, j'ai jamais trop axé mes persos sur la magie, parce que la magie c'est pour ceux qui se la paient. Alors ceci dit, si on pouvait se la péter avec illusion, conjuration, destruction, guérison, altération et enchantement. Pas mal. Notamment guérison. Ça c'est sympa. Enchantement. Alors, je suis en train de penser à une chose là. Quand j'ai vu que Skyrim allait être traduit en français, ce jeu-là, je me suis dit, mais c'est l'un des rares jeux auxquels je ne m'y vois jouer qu'en solo, avec un seul perso. D'habitude, j'aime bien maximiser mon achat et jouer avec le maximum de personnages possibles, et disponibles et autorisés. Donc, bien souvent, c'est jusqu'à 4. Par contre, ça alourdit les, le tour de jeu, mais je prends plus de plaisir parce que j'ai vraiment cette impression d'avoir monté une compagnie et puis que tous ensemble, on va se jeter dans la gueule des loups croisés sur nos chemins. Alors qu'avec Skyrim, je me suis dit, mais non, c'est l'occasion de jouer vraiment qu'un héros, qu'un seul héros. Pourquoi pas essayer d'avoir 2 plateaux de personnages et puis de jouer en full coop en solo, je sais pas, là c'est une divagation, il va falloir que je me recentre. Concentrons-nous. Déjà, réussir à faire, ne serait-ce que la première campagne, ce serait pas mal, Friedrich, hein. Alors là, c'était notre progression de personnage, avec la dépense de points d'expérience et l'accès à nos compétences. Et ensuite, on a les améliorations et les enchantements. Les joueurs peuvent également faire pencher la balance de leur côté en améliorant et en enchantant leur objet. Ils doivent pour cela se rendre dans une forteresse. La plupart des cartes pouvant être équipées possèdent un coup d'amélioration et ou d'enchantement, oui, comme ici en bas à droite. 2 gemmes spirituelles ou 2 minerais. Alors, pour enchanter, ça va être les gemmes, pour améliorer, ça va être le minerai. Pour les améliorations, ce coup s'exprime en minerai. Pour les enchantements, il est exprimé en gemmes spirituelles. S'il s'acquitte du prix, le joueur peut piocher une carte du paquet Amélioration Enchantement. Et là, on a un bon paquet assez fourni quand même, hein. On pioche une carte. Ouais, c'est ça. Tout objet qui est dépourvu d'un tel coup ne peut pas être amélioré ou enchanté. Si l'objet possède à la fois une amélioration et un enchantement, il peut être amélioré et enchanté une fois dans l'ordre de notre choix. Ah, c'est sympa ça. Donc sur un seul et même objet, on peut avoir les deux. Ouais, c'est bien. Les robes peuvent être enchantées plusieurs fois et recevoir plusieurs fois le même enchantement. Ah bon? Ou alors sauf la robe usée. Et là, c'est typiquement un objet de départ que l'on ne peut ni enchanter ni améliorer. Mais, ça c'est important. Bon, après, on aura le symbole sur la robe concernée, mais elles peuvent être enchantées plusieurs fois et recevoir plusieurs fois le même enchantement. Ok. Les sorts et les potions ne peuvent être ni améliorés ni enchantés. C'est logique. Si après le tirage de la carte d'enchantement, on n'est pas satisfait, le joueur peut pousser sa pioche en payant soit un minerai supplémentaire, soit une gemme supplémentaire. Ah, c'est cool.
Quand un joueur pioche la première carte. Alors là, vous voyez, ça me gêne pas de dépenser des ressources pour aller faire de la pioche de cartes supplémentaires. Quand un joueur pioche la première carte, certains effets comme les compétences peuvent lui permettre de piocher une ou plusieurs cartes supplémentaires. Ah oui, ça, faut y penser. Cet effet ne s'applique que la première fois qu'il pioche, pas au tirage suivant. Quelqu'un on doit payer les ressources pour les pioches suivantes. Une fois qu'on est satisfait des cartes, on en choisit une et on l'attache à l'objet concerné et on remélange tout le bazar. Chaque carte amélioration est divisée en 3 parties. Alors, au bas de la carte, on trouve un symbole d'armure. Ouais. Utilisé lors de l'amélioration des cartes armure ou bouclier. Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si j'étais autorisé à améliorer ma robe usée, ça irait comme ça, sur le bas. On l'a vu hier, exact. La nouvelle armure est ajoutée à l'existante. La ligne située en haut de la carte correspond à l'enchantement. Quel cas on met l'enchantement en haut. Et pour les armes, on place sur la droite. Voilà. Enfin, le côté droit de la carte contient les améliorations d'armes. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. C'est bien touffu, c'est bien foutu. Allez, je replace ça comme c'était. J'avais fait quoi? J'avais fait un +1? Non, j'avais fait mon +1 en furtif. Enfin, ok, le côté droit. Elles sont appliquées soit à la première ou à la deuxième action de l'arme, soit aux deux. Ces bonus sont des dégâts supplémentaires. Ouais. Ensuite, si un objet amélioré ou enchanté est vendu, on retire toutes les cartes d'amélioration enchantement qu'on replace en mélangeant dans le paquet dispo et on revend l'objet au coût concerné. Certaines cartes procurent un renfort à l'objet auquel elles sont attachées. Par exemple, un objet doté de l'enchantement renfort armure légère ajoutera +1 à l'armure légère à la valeur actuelle du joueur. Ah oui, on a des enchantements qui boostent les armures et pas seulement une amélioration d'armure. Ok, bah, il y en a pas mal. Alors on va même pas les regarder parce que ça va laisser la surprise totale en cours de jeu. Ça me va. On va passer au détail des cartes statuts. Alors là, attention, c'est le paquet avec lequel on ne fait pas la connerie. On ne mélange pas ça. C'est numéroté de S1 à S80. Au cours de la partie, les joueurs vont gagner des cartes statuts. La plupart permettent de bénéficier d'effets positifs destinés à les aider pendant leur quête. Bien que certains octroient des effets négatifs, chiottes. Ces cartes permettent de donner plus d'épaisseur aux personnages qui pourront, entre autres, se marier, être pourchassés par la garde de Blancherive ou devenir Tan d'Éperville. Ah oui, carrément. Le nombre de cartes statuts qu'un personnage peut détenir en même temps n'a pas de limite. Ça, c'est fun. Certaines cartes statuts s'appliquent à tous les joueurs. Ah oui, c'est vrai. Exact. Par exemple, si on a une prime à Estermarch, quand vous entrez à Estemarche, nettoyez 347 ou payez 5 septimes. Remettez 10 septimes n'importe où à Estemarche pour supprimer cette carte, la bannir. Tac. Alors là, encore une fois, en termes de rejouabilité, c'est sûr que selon ce que l'on va faire en action et en choix au cours de nos quêtes, on va pas tomber sur les mêmes statuts, donc ça peut avoir un effet sympa. Ok. Un paragraphe sur les cartes de nos personnages.
au début du jeu, les joueurs choisissent chacun une carte perso ou le font aléatoirement. Ces cartes octroient trois capacités aux joueurs. La première, disponible dès le départ, peut être utilisée en combat. Ça, c'est systématiquement en combat. Tout court. Donc Mueva, elle est furtive. Son utilisation ne compte pas comme une action de combat. Ouais, c'est souvent un boost. L'activation des deux autres dépend des compétences spécifiques. Par exemple, le personnage qu'agite dispose d'une capacité liée à la furtivité en compétence et une autre liée au vol à la tire. Alors, là pour le coup, ça oriente quand même le personnage sur au minimum les deux compétences de base à débloquer, en dépensant la première fois 7 points d'XP et la deuxième fois 8 points d'XP. Furtivité, vol à la tire, l'impérial, parade, guérison, l'altmer, illusion, enchantement, nordique, deux mains, forgeage, l'orque, armure lourde, forgeage, et le dunmer, armure légère, destruction. Ok, après en fonction de ça, eh ben, libre à nous d'aller piocher les compétences que l'on souhaite. 2, 4, 6, donc pour en avoir 6 supplémentaires et orienter le perso vraiment comme on veut. Cool. Cool, cool. Ensuite, sauvegarder la partie pour peu que on ne réussisse pas à aller au bout du bout la première fois. Par exemple, quand on attend une livraison. Ça peut arriver. À la fin de chaque chapitre, les joueurs ont la possibilité de sauvegarder. Prenez les boîtes de sauvegarde. Pour rappel, il y a 4 boîtes de sauvegarde avec une couleur pour les 4 joueurs. Couleur des marqueurs des joueurs. Oui, c'est vrai que nos marqueurs personnels sont affiliés à la boîte de sauvegarde correspondante. Donc chaque joueur met les éléments dans la boîte. Carte personnage, les objets, les statuts, les acolytes, les quêtes, tous les pions compétences qui se trouvent sur le plateau joueur. On ajoute également une menace pour chacune des compétences légendaires dont on dispose. Ah bon? Et pourquoi? Ça s'explique. Ah bah super. Donc ça veut dire qu'on rajoute pas de menace si on n'a pas besoin de sauvegarder. C'est bizarre. Tout ça parce qu'on a des compétences légendaires. Si j'ai 3 légendaires, je rajoute 3 jetons menaces dans la boîte. Bon, pourquoi pas, ouais. Ensuite, on prend la boîte de sauvegarde du plateau. Ouais, carrément du plateau. Ah oui, là, c'est dans le cas où on doit vraiment tout ranger. Boîte de sauvegarde du plateau. Très explicite. On y place tous les monstres errants, les cartes événements, les cartes de quête globale actives, ainsi que toute autre carte qui affecte le plateau. Les cartes qui ont été retirées de la partie restent dans leur emplacement dédié. Les autres cartes sont ajoutées à la boîte de sauvegarde du plateau. Ouais. Lors de la partie suivante, chaque joueur prend les éléments contenus dans sa propre sauvegarde, réorganise son plateau de personnages avec les pistes. Ah, pour chaque pion compétence détenu par le joueur, une des 3 pistes est augmentée de 1. Ah oui, ça permet de réinitialiser. Ouais, ouais. Pour chaque menace en sa possession, le joueur retourne un pion compétence de son choix sur sa face légendaire et augmente de 1 la piste de son choix. Ah oui, d'accord. Les pions menaces, c'est juste pour se rappeler que un pion menace égale à une compétence légendaire à retourner, à choisir. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je joue une demi-heure, je sauvegarde, j'ai 3 compétences, dont une légendaire, je reprends ma partie, je suis pas obligé de remettre celle que j'avais choisie initialement.
je joue 45 minutes, je sauvegarde, j'ai 2 compétences légendaires sur 5. Et ben quand je reprends ma partie pour une 3e fois pour finir le chapitre en cours, je peux encore une fois décider d'améliorer comme je veux. Oui, ou alors il suffit de noter exactement ce qu'on avait choisi initialement pour que ce soit plus cohérent. Mais enfin, c'est pas con dans le sens où ça permet de laisser une latitude si un joueur trouve que bah, son choix initial n'était pas judicieux. Et quand on reprend, on est autorisé à moduler. Ensuite, pour la remise en place, bah, on reprend la boîte de sauvegarde et on y place les monstres errants. S'il n'y a pas suffisamment... Quoi? Placer les pions monstres errants dans les cases nature. Ah oui, d'accord, c'est que forcément, à la remise en place, quand on reprend la partie, les monstres errants démarrent tous sur des cases de nature. Et s'il n'y a pas assez de cases libres, ils sont placés dans des cases de donjons disponibles. Ok. On reprend les cartes événements, on les mélange. Les quêtes globales actives, ok. Elles ne sont plus actives avant d'être piochées de nouveau. Ok. Placer toutes les autres cartes qui affectent l'ensemble des joueurs sur le côté du plateau de jeu, bien en vue. Logique. Si la partie a été sauvegardée au milieu d'un chapitre, chaque joueur place sa figurine dans la forteresse de son choix. Dans le cas contraire, suivez la mise en place du chapitre. Ah oui, parce que là, on a le cas de figure où on venait de finir un chapitre. Bah non, puisque si on vient de finir un chapitre, on n'a pas les monstres errants. Donc, ouais, moi je suis plutôt pour noter où on en était vraiment. Si je termine ma partie alors que Mueva se trouve à Mortal, bah, je note que Mueva se trouve à Mortal. Et je note les compétences que j'avais choisies, lesquelles sont légendaires, pour reprendre vraiment avec la construction initiale. Le jeu en solo. Il est possible de jouer en solo à Skyrim. Les règles ne changent pas, les chapitres fonctionnent de la même façon. Il existe toutefois une règle supplémentaire. Au début de la partie, le joueur pioche une carte personnage supplémentaire. Ah bon? Alors, par exemple, je pioche au pif le Dunmer et la place tête bêche à côté de la sienne. Hein. Après chaque tour de jeu, le pion premier joueur passe d'un personnage à l'autre en commençant par celui du joueur. Lors des tours durant lequel le premier joueur est le personnage tête-bêche, on ne pioche pas de carte événement. Un monstre errant qui devrait avancer vers le premier joueur ne se déplace pas quand le pion premier joueur est sur le personnage tête-bêche. Tête-bêche, c'est que ça, hein. Ça veut dire que sur mon plateau joueur, on serait comme ceci. Ouais, même prendrait de la place comme ça, mais on pourrait le mettre comme ça. Le jeton premier joueur, c'est celui-ci. Et quand je joue en solo, alors là par contre, même chose, ça nécessiterait un socle sympa. Voilà. Ah, on est bien d'accord, hein, c'est comme ça. Au début de la partie, on pioche une carte supplémentaire, on la place tête bêche. Je croyais que la carte supplémentaire de personnage, c'était parce qu'on avait tout de suite un compagnon. Mais pas du tout. Ça, c'est pour symboliser le fait d'avoir une bulle d'air, en fait. Après chaque tour de jeu, le pion premier joueur passe d'un personnage à l'autre. Et à chaque fois qu'on est sur le personnage supplémentaire, on ne pioche pas de carte événement. Donc potentiellement, on ne tombera pas sur des événements à la con. Et on ne déplace pas un monstre errant qui devrait venir vers nous. C'est pas bête. Pour une fois que c'est une règle solo qui
pour moi, hein, permet de souffler un petit peu et de permettre de prendre plus son temps, bah, je trouve ça cool. Alors bon, ça fait bizarre d'avoir une carte à côté. Après, on peut facilement pallier à ça en jouant en solo, en se disant que un coup, je joue, le jeton est sur mon personnage. Seconde fois, les monstres errants ne se déplacent pas vers moi. Enfin, un monstre errant ne se déplace pas vers moi. Je ne pioche pas de carte événement. Je reviens là. Il faut penser. C'est vrai que le fait d'avoir une carte à côté, visuellement, ça rappelle bien d'appliquer la règle. D'accord. Je vais essayer comme ça, tel qu'il le préconise. Après tout, c'est pas la place que ça prend. Ça en plus. C'est pas très impactant. Ok, ça me va. C'est incroyable, je valide. On en arrive au mode monde ouvert. La saga des lames, retirée en bord de ciel, appartient à la légende. Cependant, ce mode de jeu vous permettra de créer vos propres histoires et de profiter des merveilles et des périls qu'offre la partie des Nordiques. Le mode monde ouvert ne se situe pas dans une chronologie existante, ce qui permet d'avoir simultanément des références à la Grande Guerre et au Retour des Dragons. Pour commencer une partie monde ouvert, prenez les 5 événements monde ouvert qui vont constituer la base de votre paquet monde ouvert. Ah, ok, ces cartes sont issues de la version Kickstarter du jeu. Si vous ne les possédez pas, allez vous faire mettre. Ah ouais, carrément. Alors, si vous ne les possédez pas, vous pouvez les remplacer par une combinaison de votre choix des cartes événements issues de la boîte, minimum 5. Ok. Alors, le coup d'aller se faire mettre, je pensais que ça allait vraiment être très restrictif. Vous n'aviez qu'à acheter la version Kickstarter et puis c'est tout. Non. Donc ça veut dire qu'on prend 5 cartes événements. Le but principal des cartes événements du mode monde ouvert est de garantir un nombre suffisant de monstres errants. Ok. Et il est tout à fait possible d'utiliser ce mode sans elle. D'accord. Ajoutez à votre guise certaines ou toutes les cartes ci-dessous à votre paquet. Et là, dans chaque chapitre, on va avoir des idées de cartes à rajouter. Plus vous ajoutez d'événements au paquet, plus la partie sera difficile. Gardez cet élément à l'esprit. Donc ça, c'est pas ma came, hein. Vous pouvez ajouter, si vous en possédez, les mini-campagnes de votre choix. Plus vous en ajoutez, plus le jeu sera difficile, mais le retour plus gratifiant. Toutes les mini-campagnes peuvent être réunies pour créer une partie à la fois vaste et exigeante. Ouais. Ouais, non, mais c'est bien, hein, c'est prévu pour un mode de jeu plus. Chaque joueur commence la partie avec 2 cartes équipement de son choix, sa figurine dans la forteresse qui lui convient. Quand on explore un donjon, on mélange toutes les cartes défis de donjon et on en pioche une. Alors que quand on fait la campagne, on s'en tient à seulement la carte du chapitre concerné. Pour rappel, vous pouvez sauvegarder la partie à tout moment. Quand vous jouez en monde ouvert, vous n'êtes pas limité par le temps. Cependant, la partie peut prendre fin dans les cas suivants. Le jeu vous demande de placer un pion monstre errant sur le plateau et la réserve ne contient plus de monstre errant du type requis. Fin de partie. Le jeu vous demande de placer un pion monstre errant sur le plateau et le plateau ne contient plus de cases disponibles. Fin de partie. Ou alors toutes les forteresses sont en révolte. Fin de partie. D'accord, donc monde ouvert, oui, ça dit bien ce que ça veut dire. On se balade beaucoup plus et on peut prendre plus ou moins le temps par rapport à un chapitre narratif. Et moi, dans mon
Mon kiff de jeu, je préfère tout ce qui a trait à la narration. Bien, 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 bien. Ensuite, mode monde ouvert, compétitif. Berk, berk. Alors, je balaye rapidement, hein. Les joueurs marquent leur score en accumulant des pions menaces sur leur carte personnage. D'accord. Bon, c'est un système de points. Donc, on gagne de la menace quand on réussit une quête, quand on réussit une quête globale sans assistance, on inflige des coups fatals. On gagne une compétence légendaire. On gagne 2 pions menaces quand on inflige un coup fatal à un monstre errant. On gagne un niveau. On réussit une quête globale avec d'autres joueurs. Ouais. Bon, ça, je passe rapidement parce que j'aime pas les modes compétitifs. Partie plus courte. En mode ouvert compétitif, si vous souhaitez des parties plus courtes, on retire 25 pions menaces du jeu. Ah ouais. Et la partie se termine quand un effet demande de placer un pion menace et que la réserve n'en contient plus. Bah oui, effectivement. Si on en a retiré 50, c'est logique. Et puis à la fin, bah, on comptabilise tous les pions menaces et le joueur qui a la plus grosse a gagné. Mode difficile. C'est bien quand ça existe, mais c'est pas pour moi. Pour corser la difficulté des parties, appliquez les ajustements suivants. Alors attention les yeux, il y a 4 points. On rajoute les 5 cartes événements du mode monde ouvert. Ah ouais, ils avaient dit que plus il y en a, plus c'est corsé. On rajoute autant de mini-campagnes qu'on le souhaite. Ok. Quand vous utilisez la furtivité en combat, vous ne lancez pas les 3 dés de base. Oh, ça craint ça. Quand une quête échoue, tous les pions menaces attribués à celle-ci doivent être répartis entre les autres cartes quête actives et le tableau des forteresses. Ouais. Plus vous effectuez d'ajustements, plus la partie sera difficile. Alors, chapeau à ceux qui vont jouer en mode difficile en appliquant ces 4 points de règle. Je leur tire mon chapeau, surtout s'ils arrivent à une victoire. Et enfin, le mode histoire, ça c'est pour moi. Si vous souhaitez une expérience de jeu plus souple, centrée sur le déroulement de l'histoire plutôt que sur les défis, vous pouvez essayer les ajustements suivants. Ah ouais, d'accord, c'est pour rendre le mode normal encore plus soft. Quand on fait un test de compétence, y compris en combat, on lance un dé supplémentaire. Ouais, c'est pas con. Quand on pioche une carte événement qui ajoute 2 menaces, on réduit à seulement une menace. Et pour restaurer une forteresse, ça coûte seulement 3 pièces au lieu de, on va chercher l'info ici, au lieu de combien? 10 ou 5? Ah non, si en isolement ça coûte 5 pour rentrer, pour restaurer une forteresse, je crois que ça coûte 10. Et on n'enlève qu'un pion menace. Là, ça coûte seulement 3. Ouais. Oui, c'est sympa. Ça peut être utilisé pour faire découvrir le jeu à quelqu'un. Par exemple, jouer le premier chapitre de la campagne avec le mode histoire, et puis après, une fois que tout le monde est OK, et s'ils veulent continuer la campagne, hop, on se lance on enlève le mode histoire, et puis on joue en mode classique. C'est bien. Alors, guide de l'explorateur, ça on l'avait vu, oui, j'avais mis ça exprès. Il n'y a plus besoin. L'histoire des forteresses, là, où est-ce qu'on avait vu ça? C'était avant les combats. C'est échecs, donjons, carte quête, châtellerie et forteresse. Ah, c'est là l'info. Les joueurs peuvent restaurer une forteresse en se rendant sur place et en dépensant 5 pièces. D'accord, pour retirer une menace du plateau de la forteresse concernée. Donc c'est pas 10 le coût, c'est bien 5. C'est pour ça qu'en mode histoire, ça ne coûte plus que 3. Ok, monsieur, dame, bah, c'est parfait ce que j'ai vu ici. Continue de me plaire pas mal.
Va nous rester pas demain parce que j'ai une journée à l'extérieur de chez moi à faire. Donc jeudi, je reviendrai avec les règles concernant le combat. Et on va bien détailler tout ça. Parce qu'on avait dit qu'il y avait quand même 10 pages à faire. Ça n'est pas rien. À ce stade, si vous avez été suffisamment courageux pour écouter, suivre ces découvertes de règles, je veux bien que vous me disiez si vous avez pu bien profiter du jeu, si vous avez fini les campagnes notamment, ce que vous en avez pensé. Moi, ce que je redoute systématiquement depuis 2 ans, voire 3 ans maintenant, ce que je redoute dans les jeux semi-narratifs ou complètement narratifs, c'est de tomber sur des choses un peu cuculapraline, un peu concon, et que finalement le jeu ne me convienne plus. J'ai pas l'impression que ça va être le cas dans Skyrim, mais sait-on jamais. Je vous laisse ici. Je vous souhaite de vivre de super aventures dans Bord de Ciel afin de gagner un maximum de points d'expérience et d'acquérir un maximum de compétences légendaires. Et je vous dis à très vite. Salut, salut.